avec ça ce soir. Okay. OK. Bon, peut-être l'interprétation irrationaliste, c'est basé sur le principe de complémentarité, mais disons simplement ceci. Pour représenter l'état complet d'une particule, j'ai besoin et de la position et de la vitesse. Mais selon l'interprétation de Copenhague, ces deux grandeurs sont mutuellement incompatibles, mutuellement exclusives. Donc, c'est comme s'il y avait une sorte de paradoxe. Pour représenter une particule ou une interaction particule-instrument d'une manière complète, je dois avoir recours simultanément à deux grandeurs, position et vitesse, qui sont incompatibles. Donc, si on extrapole, il y en a qui diront, on a ici la présence de la contradiction, du paradoxe, de l'irrationalité au cœur même de la théorie quantique, au cœur même de la réalité. Pour parler de la réalité, il faut simultanément recourir à des choses incompatibles. Bon, première erreur de raisonnement, j'ai coupé le principe de complémentarité, mais c'est pas grave. L'idée de l'incompatibilité entre la vitesse et la position, c'est une interprétation philosophique. C'est pas dans la science que c'est dit comme ça. C'est un point de vue sur la science. Il y en a d'autres possibles. Et deuxièmement, le principe de complémentarité appliqué à la position et la vitesse, je vais vous l'énoncer maintenant pour nos besoins. Niels Bohr dira ceci. Les concepts de position et de vitesse sont des concepts issus de la physique classique, de la vie de tous les jours. Niels Bohr dira que ces concepts sont inadéquats pour représenter les phénomènes quantiques, les interactions instruments-particules. Mais le cerveau humain n'est capable de penser à la réalité qu'en termes de concepts classiques, de ce qu'on expérimente dans la vie de tous les jours. Donc, on doit nécessairement passer par là pour essayer de donner un sens à ce formalisme mathématique. Le principe de complémentarité nous dira que nous pouvons utiliser des concepts classiques comme position et vitesse pour parler des phénomènes quantiques, mais que pour ce faire, il faut accepter qu'on ait recours à des concepts classiques qui sont mutuellement exclusifs, mais conjointement nécessaires. Donc, le principe de complémentarité, recours à deux principes incompatibles mais nécessaires en même temps, ne signifie pas qu'il y a de la contradiction ni dans la physique quantique, ni dans la réalité. Ça signifie simplement une limite dans l'applicabilité des concepts classiques, comme la position et la vitesse, pour parler de la réalité quantique. C'est une limite de vocabulaire et non pas une présence de contradiction dans la théorie. Ça ne fait que traduire le fait que les concepts classiques que nous utilisons sont en soi inadéquats pour parler en mots du formalisme mathématique. Donc l'interprétation irrationaliste, c'est une interprétation d'une interprétation philosophique de la science, on commence à être loin, et elle n'est pas justifiée pour les deux arguments que je viens de donner ici. Et puis donc, si on extrapole, on pourrait dire, c'est ça, que la réalité quantique elle-même est constituée de choses mutuellement exclusives, mais conjointement nécessaires. Donc, le paradoxe, la contradiction est au cœur même de la réalité physique. Ben, encore une fois, là, c'est un abus d'interprétation. Pas plus loin dans les détails, toujours pour des questions de temps. As-tu écrit erreur dans ce raisonnement? Oui. Est-ce qu'on doit conclure par cette phrase que cette interprétation philosophique de la physique quantique n'est pas acceptable? Oui, c'est ce que j'affirme, Okay. pour les arguments que je viens de vous présenter. Évidemment, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous pouvez présenter vos propres arguments contre les miens. Je suis très ouvert à la discussion, mais moi, c'est ce que j'affirme, c'est mon point de vue pour ces arguments-là. L'interprétation naïve ou littérale, donc ça, c'est celle que je me suis amusé moi-même à concocter, puisqu'il n'y a pas de consensus sur l'interprétation philosophique, ben je me suis permis de faire la mienne, DF, c'est moi. Donc, l'interprétation littérale, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le formalisme mathématique au pied de la lettre. Si les mathématiques disent ça, ben la réalité, c'est ça. Hein? Degré zéro d'interprétation. Je suis capable de ça quand même, c'est dans mes compétences. Alors, on pourrait dire aussi une interprétation naïve parce qu'on ne met pas de subtilité. On prend les choses au pied de la lettre, là, sans se casser la tête. Alors, à ce moment-là, je dirais, les mêmes mathématiques, toujours, c'est une théorie à la fois du monde microscopique
en lui-même, indépendamment de l'observation et des interactions instrument-particule. Alors, paquet d'ondes, d'abord. Le paquet d'ondes représente le monde microscopique en lui-même. Alors, moi, ce que je dis, c'est que le paquet d'ondes, c'est la particule. C'est sa forme et c'est son volume. Ce qu'on appellera dans l'interprétation naïve la position et la vitesse d'une particule, ce sera ceci. Donc, si on se limite au concept de paquet d'ondes, pour un paquet d'ondes donné, il y a plusieurs vitesses et il y a plusieurs positions. Donc, le paquet d'ondes, je dirais, ça ne représente ni la position ni la vitesse de la particule, mais la particule dans son entièreté, sa forme et son volume. On peut calculer les valeurs moyennes. La valeur moyenne de la position, et quand le paquet d'ondes est parfaitement symétrique, la valeur moyenne, c'est le point exactement au centre du paquet d'ondes. On peut calculer aussi la valeur moyenne de la vitesse, et quand la distribution de vitesse est symétrique, la valeur moyenne de la vitesse correspond à la vitesse du milieu. Alors, j'appellerai, comme certains le font d'ailleurs, le centre de la particule comme étant la position moyenne. Et je dirais la position moyenne, c'est la position de la particule et la superposition d'états, le paquet d'ondes, c'est sa forme et son volume. La vitesse moyenne est la vitesse de la particule et la distribution de vitesse sert à construire le paquet d'ondes. Donc, en ce sens, si on parle de valeur moyenne, eh bien là, il n'y a plus de problème. On ne se dit pas une particule a plusieurs positions en même temps, elle en a une seule, x moyen. On ne dit plus la particule a plusieurs vitesses en même temps, elle en a une seule, v moyen. Et donc, les notions de superposition d'état servent à construire le paquet d'ondes. Ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas parce que la vitesse moyenne ne correspond pas à la vitesse de groupe. Quand on mesure la vitesse de particule, c'est la vitesse de groupe. Oui. Moi, je parle ensuite, l'idée suivante, c'est de parler du théorème d'Ehrenfest, qui nous dit que la force moyenne sur un paquet d'ondes est égale à la masse fois l'accélération moyenne. Et que, bon, en termes techniques, l'accélération moyenne correspond à la dérivée de la vitesse moyenne. En fait, on passe par la quantité de mouvement en termes techniques. Donc, basé sur le théorème d'Ehrenfest, on peut associer la position moyenne au centre de la particule, la vitesse moyenne à la vitesse de la particule, et dire à ce moment-là, en vertu de ce théorème, que le centre d'une particule a un comportement classique, newtonien, et que les effets quantiques sont dans la forme et le volume du paquet d'ondes. À quelques nuances près, parce que dans le théorème d'Ehrenfest, c'est la force moyenne sur l'ensemble du paquet d'ondes et non la force sur la position moyenne. Là. Mais dans l'ensemble, moi, c'est l'idée que je développe. Oui? Ça pourrait-tu être un peu comme si je regarde, mettons, la galaxie d'Andromède. Oui. Là, je demande c'est quoi sa position. Je dis, ouais, mais c'est parce que Andromède est composé de certaines particules qui sont là, oui. C'est un objet étendu. Ça bouge, ça fait ça, fait ça. Entendons-nous pour dire que sa position moyenne, c'est vers le centre de la galaxie. Le point d'équilibre, quelque chose comme ça. C'est ça. On peut le comparer au point d'équilibre, exact. Tout à fait. Et là, avec cette interprétation-là, on est encore dans la discussion philosophique. Hein? C'est pas plus de la science que je vous dis, c'est de la philosophie pareil. Mais avec ce point de vue-là, moi, je trouve qu'on a une approche beaucoup plus près de l'intuition et qui ressemble plus à la physique classique, sans y être évidemment identique. Mais oui. Le besoin est toujours le même. En réalité, on est devant le réel. Oui. La science essaie de saisir le réel, mais elle a besoin de... Notre cerveau, la façon qu'il fonctionne, on a besoin de mots. Oui. On ne peut pas passer la connaissance sans avoir de mots. Puis pour les mots, il faut faire un ensemble compréhensible. Parce que les mathématiques, c'est une création aussi. Ouais, le monde peut exister sans les mathématiques. Oui. C'est une création au même titre que la philosophie ou que d'autres. C'est un instrument de connaissance du réel. Sauf que la valeur des différents instruments est variable. Là, on peut rentrer dans un tout autre discours. Mais c'est sûr que... Mais c'est pour être capable de progresser dans le discours mathématique que vous faites votre théorie naïve. C'est pas pour progresser dans le discours mathématique, mais dans le discours qualitatif, pour essayer de donner une signification aux mathématiques qui soit la plus près possible de ce que pourrait être la réalité. C'est ce qu'on a fait aussi avec l'interprétation de Copenhague, c'est ce que d'autres ont fait avec l'interprétation irrationnaliste, d'essayer de comprendre la signification des mathématiques. En ne la trahissant pas. Sans la trahir, voilà, exact. Et là, si je reviens au problème de la mesure, mais là, à ce moment-là, il n'est plus question de dire c'est la mesure qui définit une grandeur physique et qu'une grandeur non mesurée n'existe qu'à l'état de possibilité.
ce que la mesure fera, c'est simplement déformer le paquet d'ondes. Si je mesure le paquet d'ondes, l'interaction avec l'instrument va le rendre plus petit et va augmenter la distribution de vitesse. Mais en termes de valeur moyenne, j'ai quand même toujours une seule position, une seule valeur moyenne, et une seule vitesse, une seule valeur moyenne. Et la relation de Heisenberg entre la position et la vitesse sera tout simplement une loi physique qui régit la manière dont un paquet d'ondes est déformé lorsqu'il interagit avec un instrument. Et à l'inverse, si je mesure la vitesse, c'est la distribution de vitesse que je réduis. Ça implique que le paquet d'ondes, le volume de la particule a augmenté. C'est la loi de Heisenberg, la relation d'Heisenberg qui imposera cela. Mais après la mesure, j'ai toujours une position et une vitesse unique en tant que valeur moyenne. Et donc, selon ce point de vue, la position et la vitesse d'une particule en tant que valeur numérique unique, les valeurs moyennes, existent toujours simultanément, comme en physique classique. Et les superpositions d'états, de position qui représentent le paquet d'ondes et de vitesse qui représente le spectre de vitesse finalement, sont toujours simultanément réelles et servent à définir la forme et le volume de la particule. Oui? Depuis le début, quand on parle de vitesse de la particule, je pense que tu ne veux pas dire déplacement dans le temps. Oui. C'est ça? OK. Bon, ben à ce moment-là, parce qu'on n'a pas vraiment parlé de temps depuis le début, j'ai juste cette interrogation-là. Si on reprend juste la balle de baseball, qui est en mouvement, c'est évident que si on fait une mesure sur sa position, à un certain moment, elle va avoir une position X. Et si on refait une autre mesure plus tard dans le temps, étant donné qu'elle est en mouvement, évidemment, sa position ne sera pas la même. Oui. Donc, quand on parle d'une mesure de position, c'est pour un instant donné, évidemment. Que ça change d'un instant à l'autre, c'est sûr, oui. OK. Puis, ben, juste comme ça, pour la particule, moi, je trouve que ça fait du sens. Parce que si c'est une particule que l'état change avec le temps, c'est évident qu'à chaque fois qu'on fait une mesure, si son état change de façon aléatoire, à chaque fois qu'on fait une mesure, on n'aura jamais le même résultat, évidemment. Okay. Mais juste si on revient pour la vitesse, pour avoir une vitesse, c'est pas possible de déterminer la vitesse avec une seule mesure. Oui. OK, ben tu peux m'expliquer. Mais là, les processus expérimentaux comme tels, là, je ne les connais pas, mais ça peut se faire. Absolument, pour mesurer une vitesse, tu mesures la position à un temps X, puis un temps plus tard, tu refais une... Pas nécessairement, on peut le faire. Dans le cas, par exemple, d'une voiture avec un laser, on mesure directement la vitesse de la voiture par le décalage du rayon laser. Évidemment, avec une particule, on ne pourra pas faire ça, là, mais il y a des processus qui permettent des fois de mesurer les vitesses. Bref, le temps n'a pas beaucoup d'impact dans toute cette histoire. Je ne rentre pas dans ces détails. Oui? Salut, Christian. Ton interprétation de vitesse moyenne, de position moyenne, je m'excuse, mais ça ne m'éclaire pas du tout. Si je prends ton exemple tantôt de cette particule qui est diffusée au centre d'une sphère, sa position moyenne, ça serait le centre de la sphère. Oui, exact. Sa vitesse moyenne, ça serait 0. Oui. Alors, ça ne m'éclaire pas du tout. C'est ce que ça dit l'interprétation naïve. Donc, attends, j'essaie de retrouver l'animation. Que la particule va rester effectivement immobile sur la cible, tout simplement, et qu'elle va grossir en restant sur place. C'est ce que dit l'interprétation naïve, voilà ici. Donc, à partir du moment où la particule a rencontré la cible, le centre de la particule reste immobile et la vitesse moyenne est nulle, mais la particule ne fait que gonfler sur place. C'est ça le point de vue de l'interprétation naïve. OK, c'est clair. Mais, je le dis, ça ne satisfait pas. C'est un discours... Non, mais c'est correct. C'est un discours philosophique, c'est pas de la science. Mais écoute, si je peux continuer là-dessus, s'il te plaît. Quand oui. tu dis que c'est pas de la science, si par exemple, on pourrait démontrer par l'expérience qu'une interprétation, c'est la bonne, est-ce que ça, tu appellerais ça de la science ou tu appellerais ça de la philosophie? Si on avait des critères scientifiques pour faire ce genre de démonstration-là, il faudrait analyser les critères, mais s'ils sont vraiment scientifiques, il faudrait reconnaître que là, c'est de la science. Voilà. Donc, pour l'instant, on parle des mêmes mathématiques, c'est différents points de vue, et moi je préfère le mien, bien sûr. Mais je trouve que c'est plus près du bon sens que l'interprétation de Copenhague. Mais évidemment, je ne m'attends pas nécessairement à faire l'unanimité. Bon, alors ça, c'était les grandes lignes. Ah oui, chose intéressante. Sur une mesure individuelle, la particule est perturbée, elle est réduite. On perd de l'information. Et donc, avec Copenhague, on disait la réalité microscopique en soi n'est pas accessible. Tout ce à quoi on a accès, c'est le résultat des interactions des instruments avec les particules. Mais là, c'est parce qu'ici, on raisonne sur des mesures individuelles, une mesure à la fois.
Si maintenant on raisonne d'une manière statistique sur un... Je vais faire l'analogie du dé pour illustrer mon point. Sur un grand nombre de mesures répétées dans des conditions identiques, ça devient possible d'éliminer l'effet de l'observateur et d'accéder directement à la réalité microscopique si on interprète le paquet d'ondes comme représentant la particule en elle-même, indépendamment de l'instrument. Je donne un exemple. Je lance un dé. À chaque fois, j'obtiens un résultat différent. Donc, je pourrais dire la seule chose à laquelle j'ai accès, c'est le résultat de l'interaction de la table et du dé qui me donne une seule de ces faces au hasard. J'ai une information partielle. Mais si je répète le lancer un très très grand nombre de fois, éventuellement, j'obtiens un certain nombre de résultats différents, mais qui finissent par se répéter. À un moment donné, c'est toujours les mêmes faces qui reviennent. Et par les proportions dans lesquelles les différentes faces reviennent, je peux déterminer les probabilités. Si c'est un dé truqué, peut-être que la moitié des résultats que j'ai obtenus, ce sera des 6. Une fois sur 10, ce sera un 1. Une fois sur 2, ce sera un 2, etc. Donc, par une seule mesure, par un seul lancer du dé, mettons que je ne connaissais pas le dé comme tel, que je ne l'avais jamais vu, je ne pourrais pas connaître toutes les caractéristiques du dé. Je pourrais juste dire, ah, là j'ai un 2, donc je sais qu'avant la mesure, le dé possédait une face sur laquelle c'est écrit 2 et c'est tout ce que je pourrais dire. Mais si je répète l'expérience un très grand nombre de fois en supposant que je ne vois jamais le dé comme tel, que je vois juste le résultat du lancer, mais là je pourrais dire, mettons j'ai fait 100 expériences, bien là je sais que le dé est un objet qui possède 6 faces et que la face numéro 6 est plus lourde que les autres parce que je l'obtiens une fois sur 2 et que les autres faces, je les obtiens une fois sur 10. Donc, à partir d'une analyse statistique d'un grand nombre de mesures répétées toujours dans les mêmes conditions, je peux reconstruire ce qu'est le dé comme si je n'avais pas interféré avec lui, comme si je ne l'avais pas mesuré. Dans le cas du paquet d'ondes, d'une manière un petit peu plus subtile, bien sûr, que dans le cas d'un dé, mais moi j'affirme que l'idée générale, elle est la même. Alors, je reviens à l'exemple de la mesure. Donc, on a vu que à chaque fois qu'on refait la même mesure, le point apparaît, voilà, la réduction donne un point qui apparaît à un endroit différent. Donc, si je n'ai mesuré que ce point, cette seule mesure ne me permet pas de connaître le paquet d'ondes complet tel qu'il était juste avant la mesure. Parce qu'après la mesure, je n'ai qu'un point. Je refais la mesure. Bon, on l'a vu tout à l'heure, j'obtiens un point ailleurs. Alors, si je répète la même mesure 10 000 fois, un milliard de fois, à un moment donné, je vais obtenir des points partout. Donc, je peux reconstruire l'ensemble du paquet d'ondes comme ça. Et il y a peut-être des points, mettons lui, qui, pour une raison X, va apparaître plus souvent qu'un autre, parce que le paquet d'ondes n'est peut-être pas équiprobable. Donc, par les proportions des différents résultats que j'ai, je peux reconstruire théoriquement ce qu'était le paquet d'ondes avant la mesure. Et si, selon l'interprétation naïve, on dit que le paquet d'ondes est la particule comme telle, bien, par une analyse statistique d'un grand nombre de mesures, j'affirme, par l'interprétation naïve, que nous avons accès au monde microscopique en lui-même, comme si nous ne l'avions pas perturbé par nos observations. Oui? Moi, j'ai une seule difficulté, c'est que ton endroit où il s'arrête, c'est toujours dans la limite de l'appareil. Suppose qu'il n'y a pas d'appareil. Bien, là, il n'y aurait pas de mesure. Bien, c'est ça. Tu reviens à ton problème de départ de l'infini. Mathématiquement, on a réduit, en faisant les longueurs d'onde, on les a réduits parce qu'on ne voulait pas avoir une onde infinie. Oui, pour construire le paquet d'ondes. Mais finalement, là, on arrive à l'infini. On retourne au problème de départ. Non, c'est juste que si on ne fait pas de mesure, à ce moment-là, on ne peut pas comparer le paquet d'ondes construit théoriquement avec la réalité. Pour faire cette comparaison-là, il faut... On a besoin. On en a absolument besoin. C'est la seule façon de comparer la théorie à la réalité. Et donc, si je reviens à l'esprit du problème de la mesure en mécanique quantique, c'est que la mesure perturbe le paquet d'ondes d'une manière fondamentale en le réduisant, ce qui n'est pas le cas en physique classique. Et donc, si je regarde juste des mesures individuelles, je ne peux jamais voir le paquet d'ondes comme tel, je peux juste voir le résultat de l'interaction avec l'instrument. Mais là, ce que je dis, c'est que si on répète la mesure un très grand nombre de fois par l'ensemble des résultats obtenus, je peux les mettre ensemble et dire, bien là, si j'ai obtenu tous ces résultats-là, ça veut dire que le paquet d'ondes était ça. À l'intérieur de la mesure. À partir des mesures. Oui. Non, mais continuez votre raisonnement, parce que je suis dans ce type de, pas d'expérience-là, mais je continue le raisonnement.
comme telle. Alors, ça donnerait quoi votre résultat à ce moment-là? C'est que la distribution est plus probable dans votre détecteur ici? Dans le cas particulier qui nous intéresse, ça serait une distribution plus probable du détecteur dans ce cas particulier. C'est ça. Dans ce cas-ci, oui, c'est ça. Mais évidemment, avec une expérience configurée autrement, ça serait des résultats différents et ça ne serait pas toujours équiprobable. Hein? Donc, il faudrait expérimenter sur différentes dimensions du détecteur et aussi différentes formes pour bien voir si ça se maintient. Absolument. Donc, avec différentes formes de détecteurs et ensuite des particules émises dans des conditions différentes avec les mêmes détecteurs pour tester toutes les possibilités et voir si le point de vue est toujours consistant avec l'expérience. Mais le détecteur peut varier à l'infini. Oui, c'est sûr, parce que c'est nous qui l'inventons. À un moment donné, on n'a pas besoin d'expérimenter trop de formes extrêmes. Je pense qu'avec un certain nombre, on peut conclure à un moment donné. C'est ça. On pourrait prendre un détecteur carré, triangulaire. Est-ce que c'est des choses qui ont été faites ou c'est des suggestions? OK. Est-ce que c'est des choses qui ont été expérimentées, ce que vous mentionnez là, avec des résultats ou c'est... Si on le faisait avec un carré, ce que ça donnerait? OK. Pas à ma connaissance, là, les détails des expériences comme telles, je ne pourrais pas vous les dire, je ne les connais pas. On en fait notamment dans des accélérateurs de particules, il y a différents types d'expériences, mais au niveau des détails expérimentaux, je ne pourrais pas vous renseigner malheureusement. Ça se fait, c'est des expériences en cours, ça, ou c'est déjà des données bien connues? Il y a des données qui sont bien connues depuis le début du siècle et il y a des expériences qui sont toujours en cours. Notamment à Genève, il y a un accélérateur de particules qu'on est en train d'agrandir, je pense, le CERN, Centre européen de recherche nucléaire. Donc là, on prend des particules, on les accélère, on fait des collisions de particules, puis dans ce genre de protocole, on peut comparer les prédictions théoriques avec les observations. Voilà. Donc, en gros, ça, c'est l'esprit d'une interprétation naïve, donc de prendre le formalisme mathématique au pied de la lettre sans se casser la tête. Dire, les mathématiques disent ça, ben la réalité, c'est ça. Je ne sais pas, il est quelle heure? OK. Je vais résumer maintenant un élément absolument central de tous les débats philosophiques sur la mécanique quantique, qui est l'article d'Einstein, Podolsky, Rosen, publié en 1935. Et qui certains interprètent comme étant une conception subjectiviste de la mécanique quantique. Je vais présenter ça. Peut-être que ça va être la dernière partie avec l'interprétation subjectiviste que j'aurai le temps de faire ce soir, là, on verra. Mais ça, c'est un élément quand même qui est essentiel. Einstein n'acceptait pas la mécanique quantique comme telle à cause des probabilités. Il se disait, non, une théorie physique fondamentale ne doit pas avoir recours au hasard. Mais bien sûr, il reconnaissait l'accord entre la théorie et les mesures. Donc, ce qu'Einstein disait, c'est que si la mécanique quantique a recours aux probabilités, c'est que c'est une théorie qui ne nous donne pas toute l'information. Elle est incomplète et on pourrait chercher une théorie plus fondamentale qui nous donnerait toute l'information. Donc, en gros, il dit une grandeur physique est physiquement réelle si la théorie peut lui attribuer une valeur numérique unique. À cause de la relation de Heisenberg, si la théorie donne une valeur unique à la position, là je ne parle pas de la position moyenne, je vous parle du paquet d'ondes. Si on dit le paquet d'ondes a une taille infiniment petite, la relation de Heisenberg implique que la superposition des ondes est infiniment grande. Donc la vitesse peut être n'importe quoi entre 0 et l'infini. Et à l'inverse, si la théorie donne une vitesse unique à une particule, la relation de Heisenberg implique que c'est le paquet d'ondes qui est infini et que la position de la particule, ça peut être n'importe où dans l'univers. Selon ce critère de réalité, ça signifie deux choses possibles. Si la mécanique quantique est une théorie qui nous donne toute l'information sur la réalité, ça veut dire que seulement, comme on disait tout à l'heure, une grandeur physique peut être réelle à la fois. Ou la position, parce qu'elle a une valeur unique, et là, la vitesse n'existe pas dans la réalité parce qu'elle est complètement floue. Ou la vitesse est réelle parce qu'elle a une vitesse unique, et là, la particule n'a tout simplement pas de position, c'est complètement flou. Donc, on peut extrapoler à partir de là et arriver à l'interprétation subjectiviste, dire, est-ce que c'est l'observateur qui décide de mesurer la position ou la vitesse et donc de provoquer une réduction? C'est l'observateur qui, par ses choix arbitraires, décide de ce qui deviendra réel, la position ou la vitesse. Donc, la réalité comme telle, quantique,
n'est rien de plus qu'une création de l'observateur. Elle n'existe pas comme telle. La réalité, elle est subjective et non objective, créée par les choix de l'observateur. Et Einstein n'était pas content. Il voulait absolument pas qu'on arrive à cette conclusion-là. Alors Einstein lui a proposé une autre alternative qui consiste à dire, mais peut-être que dans la réalité, la position et la vitesse ont simultanément des valeurs uniques. Et là, je parle encore pas des valeurs moyennes, mais que le concept de superposition d'états ne serait pas une réalité. Donc, dans la réalité, une particule aurait vraiment une seule position et une seule vitesse, mais que la théorie serait incomplète parce qu'elle serait incapable de déterminer simultanément cette position et cette vitesse. Et donc, la relation d'Heisenberg ne ferait que représenter le fait que la mécanique quantique n'est pas complète, qu'elle ne donne pas toute l'information. Et, en tout cas, ils ont construit toute une argumentation. On n'aurait pas le temps de la présenter parce qu'on aurait pour un bon 15-20 minutes juste là-dessus. Là. Mais qui mène à conclure que l'interprétation subjectiviste est à rejeter et que finalement, les auteurs prétendent démontrer que la mécanique quantique, elle est effectivement incomplète et que la réalité elle est tout à fait objective au sens où je viens de le dire. La question de localité, je n'aurai pas le temps d'en parler ce soir, malheureusement. Mais c'est une chose dont j'avais parlé en février dernier. Donc, ceux que ça intéresse, je vous renvoie à mon compte-rendu du 13 février. J'en parle de la localité. Qu'est-ce qui est arrivé par la suite? Alors, Einstein, donc, je reviens à ce que je disais, a proposé une théorie à variables cachées. Bon, locale, là, disons juste théorie à variables cachées. C'est comme s'il existait des variables qu'on ne peut pas observer, donc on ne peut pas connaître directement. Mais si on arrivait à les imaginer correctement, on pourrait construire une théorie vraiment fondamentale qui prédirait toujours des valeurs uniques de position et de vitesse. Puis encore une fois, là, je ne parle pas de valeurs moyennes, je parle de remplacer les superpositions d'états par des valeurs toujours uniques. Et que là, toute la question de relation d'Heisenberg, superposition d'états, problème de la mesure, tout ça, ça disparaîtrait. Tout ça serait une conséquence du fait que la mécanique quantique n'est pas complète. 1964, un petit fin finot du nom de Bell va nous pondre un théorème. Là, je viens d'aller trop loin. En tout cas, un théorème qui porte son nom. Ah, OK. Ça, cette section-là, je vais la sauter. C'est celle-là. Finalement, c'est peut-être pas 2, mais 3 soirées que j'aurais pu faire avec tout ça. Théorème de Bell. Sans entrer dans les détails, ce théorème nous dit que si on avait effectivement une théorie à variables cachées, ce dont Einstein fait la promotion, celle-ci ne pourrait pas faire exactement les mêmes prédictions que la mécanique quantique dans l'état où elle est. Alors, à partir de là, on a un critère pour, par des expériences, distinguer si la mécanique quantique, elle est complète et que la réalité serait subjective, ou si la réalité est objective au sens où Einstein le dit, que la mécanique quantique est incomplète. Faisons des prédictions. Par une théorie à variables cachées, on n'arrive pas exactement aux mêmes prédictions que la mécanique quantique. Faisons les expériences. Plusieurs tentatives d'expérience ont été faites. Ça culmine en 1981 et 82 avec les expériences d'Alain Aspect, qui montrent que la mécanique quantique, elle est complète. Et que l'idée d'Einstein d'une théorie à variables cachées, ça ne fonctionne pas. Donc, beaucoup ont crié au joie, on a la preuve expérimentale que la mécanique quantique, elle est complète et que la réalité, elle est subjective. Mais là, faisons attention parce qu'il existe d'autres points de vue possibles. Alors, il y en a plusieurs, je ne vais pas rentrer dans tous parce qu'on manque de temps. Au niveau de la localité, très brièvement, la physique est locale si une cause ayant lieu ici ne peut avoir d'effet immédiat ici. Une cause ayant lieu ici peut avoir un effet là-bas, mais seulement après un certain délai. Le temps qu'un signal physique voyage d'ici à là-bas, par exemple de la lumière, et un signal physique ne voyage jamais plus vite que la lumière. La réalité, elle est locale dans ce sens. La mécanique quantique est non locale au sens où un effet ayant lieu ici
Simultanément. Oui, pas un effet, mais une cause. Une cause ayant lieu ici peut avoir un effet instantané là-bas, peu importe la distance. C'est simultané. Et ça, Einstein va toujours s'opposer à ça. Mais en réalité, ce que les aspects ont prouvé, c'est tout simplement que la réalité à l'échelle quantique, elle est effectivement non locale. Ça ne veut pas dire qu'elle est subjective pour autant, mais ce qu'on vient de prouver, en fait, en réalité, c'est seulement son caractère non local. Qu'une cause ici peut avoir un effet instantané là-bas simultanément. Donc, en réalité, si ces preuves-là éliminent la possibilité d'une théorie à variable cachée qu'Einstein proposait, c'est parce qu'Einstein voulait une théorie locale. Mais on pourrait proposer une autre théorie à variable cachée non locale. Et ça serait compatible avec ses expériences. C'est ce que notamment David Bohm a fait. C'en est un exemple, là, mais je pense qu'il y en a d'autres aussi qui ont été proposés. C'est cette partie-là de la théorie qu'on utilise pour prétendre qu'on a réussi à faire une téléportation. Oui, absolument. Oui. C'est ça. Et selon l'interprétation naïve, qui est un autre point de vue, il y a Bohr aussi, l'interprétation de Copenhague, qui a donné une réponse à ça, mais là, je vais laisser tomber son point de vue. Donc, dans le fond, moi, je vais remplacer le critère de réalité d'Einstein parce que j'appelle un critère de réalité naïf. Donc, partant du fait que l'accord entre la mécanique quantique et la réalité des expériences est établi, on dira qu'une grandeur physique est physiquement réelle en tant que superposition d'états qui représente donc la forme et le volume de la particule. Et la position et la vitesse d'une particule sont toujours simultanément réelles en tant que valeur numérique unique et en tant que valeur moyenne. Et donc, la mécanique quantique, elle est complète, elle donne toute l'information, position et vitesse en tant que valeur moyenne, forme et volume de la particule en tant que superposition d'états. Et la réalité, elle est objective parce qu'on peut accéder à une connaissance du monde microscopique en éliminant l'effet de l'observateur par une analyse statistique. Donc, moi, je dis la mécanique quantique, elle est complète, la réalité, elle est objective et elle est non locale parce que ça, c'est prouvé par l'expérience, il faut l'accepter. Ça va pour ça. Donc là, il y a beaucoup de détails que j'ai supprimés parce que c'est un long débat. Je vais peut-être juste prendre 2 minutes pour compléter cette ligne de pensée avec l'interprétation par la conscience qui va plus loin. Et ici, donc c'est Wigner, qui est quand même un grand physicien. Il ne faut pas nier que c'est un bon physicien, même s'il dit des choses qu'on peut juger discutables. Lui, il revient plus dans le cadre de l'interprétation de Copenhague et qu'une mesure provoque la réduction, donc soit de la superposition de position, soit de la superposition de vitesse. Alors, si on se demande pourquoi après une réduction, c'est telle valeur qui reste plutôt que telle autre, dans le cas de la particule dans l'enceinte, pourquoi le point apparaît ici plutôt que là? Eh bien, Wigner dira que c'est la conscience de l'observateur qui est en train de faire l'expérience choisie, qui fait un choix parmi la superposition d'états et qui dit, voilà, c'est comme ça qu'il y aura telle valeur qui va rester plutôt que l'autre. Donc, ça nous ramène un peu à une interprétation subjectiviste où la réalité est créée par les choix de l'observateur conscient. Mais cette interprétation-là a plusieurs problèmes. J'en fais un survol. D'abord, la même réalité est perçue de la même façon par tous les observateurs. Si chacun, par nos consciences, on déterminait quelle est la réalité, bon, on a un problème ici avec le fait qu'on l'aperçoit tous de la même manière au niveau matériel. Et ensuite, la question des probabilités qui est incompatible avec l'action de la volonté. Par exemple, dans le jeu de dés, si c'était ma conscience qui décidait du résultat que j'obtiens, ben on ne parlerait plus de hasard et de probabilité, je pourrais contrôler le résultat que j'obtiens, si ma volonté était impliquée. Il y a l'idée qu'on peut faire des expériences donc automatisées qui se déroulent en l'absence d'observateurs conscients qui ne viennent qu'après coup lire les résultats des instruments. Et aussi le fait que dans le formalisme mathématique de la mécanique quantique, on ne fait jamais dans les variables référence ni à l'observateur ni à sa conscience. Si la conscience de l'observateur avait un rôle à jouer, on aurait une lacune. Mais bon, mon cher collègue psychologue sera d'accord, les questions de conscience ne relèvent pas que de la physique. Donc, si on passe au domaine de ce qu'on peut appeler les sciences de l'esprit, la neurologie et la biologie, bien, si la conscience était impliquée dans les phénomènes quantiques, sûrement que la psychologie aurait quelque chose à dire là-dessus.
Bon, d'abord, l'esprit, selon le point de vue de la science, est un phénomène qui émerge de la manière dont les neurones communiquent entre eux. La conscience émerge du fait que c'est tel neurone qui communique avec tel millier d'autres neurones en même temps, mais n'est pas relié directement au mécanisme moléculaire et électrique de communication entre les neurones. Alors, on voit difficilement où pourrait être un lien entre les échanges d'influx nerveux faits par les neurones et les phénomènes physiques à l'échelle quantique. Donc, il faudrait éventuellement développer cette question-là. Comment le lien se fait-il? La neurologie et la psychologie ne font aucune référence à la physique quantique. Pas besoin. Ensuite, donc, ben là, je reviens un peu à ce que je disais avant. Par quel mécanisme la conscience agirait sur les superpositions d'états? Pourquoi la conscience ferait tel choix plutôt que tel autre? Un autre problème, c'est que, à moins qu'il y ait eu des nouveautés, il n'y a aucune définition scientifique de ce qu'est la conscience comme telle pour l'instant. On décrit un processus. OK. Mais il y a encore de la recherche à faire à ce niveau-là. Ça pose aussi la question, quels autres animaux seraient capables de provoquer une réduction par leur conscience? Par exemple, un chat comme le chat de Schrödinger. Ça pose la question que la conscience est apparue tardivement dans l'histoire de la vie sur Terre. Alors, comment les phénomènes quantiques se déroulaient-ils avant l'apparition des êtres conscients? Il y a aussi un problème d'échelle de temps. Bon, il y a une théorie qui s'appelle la décohérence qui rend compte du phénomène de réduction. Donc, pour nos besoins, là, décohérence puis réduction, on va prendre ça comme des synonymes ce soir. Excuse, en passant, peux-tu dire c'est quoi le chat de Schrödinger quand tu parles? C'est une expérience? OK, je vais y revenir après. Je prendrai quelques minutes après pour terminer là-dessus. C'est une expérience de pensée, c'est pas une expérience qui a vraiment été faite. Je vais y revenir. Donc, ce qu'on dira, c'est ceci. Si un objet macroscopique pouvait se retrouver dans plusieurs états en même temps, donc comme le chat de Schrödinger, il pourrait, selon l'expérience qu'on verra tantôt, être à la fois mort et vivant, le temps de réduction à un seul état, mort ou vivant, ce temps de réduction diminue quand l'objet devient plus grand. Plus l'objet est gros, plus le temps de décohérence ou de réduction doit être petit, selon cette branche de la mécanique quantique qui est la théorie de la décohérence. Donc, un chat est composé d'à peu près 10 à la 27 particules, donc le chiffre 1 suivi de 27 fois le chiffre 0. Et le temps de décohérence est de l'ordre de 10 à la moins 31 secondes. 0,30 fois le chiffre 0, 1. C'est court. Si je reviens au cerveau, le cerveau a une masse moyenne de 1,4 kg. C'est sensiblement la même taille qu'un chat. Pas tout à fait, mais à peu près. 31, c'est 1 sur 10 à la 31. 1 sur 10 à la 31. Or, le temps de réflexe du cerveau est de l'ordre du dixième de seconde. Le temps que ça nous prend pour percevoir quelque chose et réagir, c'est de l'ordre de 1 dixième de seconde. Donc, si, mettons, on est dans une expérience quantique et que le cerveau pouvait percevoir une superposition d'états pour une particule, et là, par la conscience, décider d'une réduction à telle position, bien, pour le cerveau, pour qu'il se réduise lui-même, on a une différence de temps 30 ordres de grandeur. C'est-à-dire que le cerveau prendrait à peu près 1 dixième de seconde pour devenir conscient que ce qu'il observe est dans une superposition d'états et pour décider que c'est tel état final qui va rester. Et par contre, si le cerveau lui-même, on le voit comme un objet quantique qui doit se réduire lui-même dans le processus pour que la conscience agisse, le cerveau se réduirait en un temps 10 exposant 30 fois plus court. Autrement dit, si je fais une comparaison, okay, regardez ça là. Okay, 1000 milliards de fois l'âge de l'univers, c'est un nombre calculé, c'est un nombre exact. Si le cerveau était conscient que l'objet quantique est dans une superposition d'états et que le cerveau lui-même, selon les détails de la théorie, se mettait dans une superposition d'états, ça lui prendrait, mettons, de manière analogique, 1 seconde pour se réduire, et selon cette analogie, ça lui prendrait 1000 milliards de fois l'âge actuel de l'univers pour devenir conscient qu'il y a une superposition d'états et pour prendre une décision de produire la réaction, la réduction. Donc, si le temps de réduction pour le cerveau était de 1 seconde, le temps de réflexe serait de 1000 milliards de fois l'âge actuel de l'univers, c'est-à-dire 10 exposant 30 fois 1 seconde. Donc, ici, il y a manifestement une impossibilité physique. On peut évidemment sauver l'interprétation par la conscience si on tombe dans le surnaturel et que là, on décrète l'existence d'une conscience immatérielle, surnaturelle, qui n'est pas soumise aux lois de la physique.
Là encore, là, on serait dans le domaine de, disons, l'interprétation philosophique. Voilà. Alors, pour toutes ces raisons-là, j'affirme avoir démontré que l'interprétation par la conscience ne tient pas la route. Mais évidemment, si vous n'êtes pas d'accord avec mes arguments, je vous invite à les critiquer tout à l'heure.